Ces gars-là sont en constante formation parce que c'est des formations qui sont renouvelables aux 2 ans, aux 3 ans. C'est une responsabilité d'avoir un camion comme ça. Sa route, c'est un danger, tu sais, c'est-tu ça? On a un grand danger, puis on sensibilise nos chauffeurs. Je pense que dans le domaine, on connaît tout un peu l'enjeu de recruter des bons mécaniciens, d'avoir des chauffeurs, tout ça, comment ça va? C'est difficile d'avoir un mécanicien, mais c'est encore plus difficile d'avoir un mécanicien qui est capable de parler avec ses chauffeurs. Est-ce que tu penses que les compagnies de pétrole vont se faire acheter par des plus gros, puis à un moment donné, ça va être juste des grosses compagnies qui vont avoir toutes les plus petits? Bonjour, bienvenue à Histoire de truck, le podcast présenté par Camion BL. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Daniel Vigneault de Transport DARV Pétrolier. Donc, on va avoir la chance de parler d'environnement, de où est-ce qu'on s'en va au niveau technologique, puis les dangers reliés un peu à la livraison de ce type de produit-là. Bonjour, bienvenue à notre podcast Camion BL, Histoire de truck. Donc, ce matin, on reçoit Daniel Vigneault. Daniel, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Daniel, je suis content ce matin parce qu'on s'est souvent parlé au téléphone. Puis, j'avais jamais eu la chance de te rencontrer en face à face. Puis là, ce matin, tu es là. On a fait des projets ensemble au niveau mode flap, tout ça. On s'est parlé. Mais là, enfin, je rencontre l'homme. Je rencontre la personne qui dirige Pétrolier DARV. Donc, tu es président de cette entreprise-là. Oui. Ça a été... Comment ton parcours un peu pour t'emmener à devenir président d'une entreprise comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu là, en fait, pour cette entreprise-là? Bien, mon bagage a commencé en bas de l'échelle, moi. OK. J'ai commencé peintre débosseur dans un garage qui appartenait à mon père. De camion ou? De camion. OK. Puis j'aimais déjà mieux me promener en camion que des réparer. OK. Puis de fil en aiguille, bien, on faisait du remorquage au Canada, aux États-Unis. Fait que j'ai commencé à pogner plus la piqûre là. Puis à un moment donné, dû à un manque de personnel dans la carrosserie, puis en garage, puis on était plus en région, fait qu'on avait plus de misère à voir du monde. Fait que là, on a eu des offres pour s'en aller en transport. OK. Puis là, j'ai parti cette compagnie de transport-là en continuant le garage, mais je m'étais sorti de la portion garage. OK. Mais on l'a commencé au départ comme ça. Puis après 2 ans, ben on a décidé, on a vendu le garage, toute la patente. Là, on s'est établi à Iberville, plus central. Vendu le garage à body complètement? Oui. OK. On a fermé, on a vendu. Fait que dans le fond, vous avez comme réalisé que c'était plus que ce que vous vouliez faire, le transport, que le body, ou avec le temps? Mon père était plus en fin de carrière, puis lui, tu sais, il voulait pas non plus finir ça tout seul non plus dans le garage. OK. Fait qu'on a vendu les camions en remorquage au départ. Puis après ça, on a vendu le garage. Là, on s'est placé à Iberville, plus central dans ce qu'on faisait. Puis à ce moment-là, quand je suis parti de là, ben là, moi, je faisais ce que je voulais faire. Là. Fait que OK. ça a commencé à 1 camion, 2, 3, 5. Là, on est rendu à 11 aujourd'hui. 11 camions. Ouais. Fait que ça a commencé tranquillement, pas vite, puis là, ça a grossi. C'est ça. On a commencé à faire du transport et de la livraison maison privée, en huile à chauffage, diesel agricole. C'est de où que ça a parti l'idée de dire on va aller faire du transport, nous, de produits pétroliers? Il y a beaucoup de transports possibles, mais là, ça en particulier. C'était l'offre qu'on avait, moi, que j'avais eue, qui était la plus intéressante. Puis du fournisseur qu'on avait dans le garage qu'on avait, lui, il faisait 2-3 fois qu'il venait nous rencontrer, puis il disait « Daniel, j'aimerais ça t'avoir dans mon équipe. » Puis moi, le transport, c'est pas mon fort, mais j'aimerais ça t'emmener chez nous, tu sais, dans notre équipe. OK. Ça a parti de là. Puis à partir de ce moment-là, ça a été... La première année a été difficile parce qu'il y a bien des ajustements, mais on était capable de fonctionner. Puis
à partir de la deuxième année, là, on s'est mis à ajouter des camions. Puis après 4 ans environ, on a tout délaissé la livraison, bien plus que ça, 2002 à 2009. En 2009, on a tout laissé la petite livraison. OK. Puis là, on s'est concentré avec le même gars. Autrement dit, lui, il avait un problème au niveau de son transport de vrac. Il avait moins de temps de s'en occuper, la formation de ses chauffeurs et toute la patente. Puis moi, ben j'avais plus de difficultés avec la petite livraison parce que le monde veut pas. Les prix montaient, fait qu'ils voulaient des moins grosses quantités, c'était moins rentable. Puis l'huile à chauffage avait déjà commencé à descendre. OK. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai redonné ces camions, on s'est assis, on a réglé ça un dîner. J'ai tout revendu ces camions de livraison, puis moi, j'ai racheté sa portion de transport. Fait que là, on est parti avec chacun de nos affaires dans la même optique qu'on avait. Puis c'est à partir de là qu'on a tombé plus juste transporteur de vrac. OK. Puis récemment, en 2020, on a ajouté une division propane en vrac aussi, qui est un nouvel ajout qu'on fait là, depuis 2020. Félicitations. Fait que, tu sais, clairement, je pense que vous avez vu l'opportunité avec votre fournisseur, dans le fond, qu'il y avait un manque, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que clairement, vous avez été proche de vos gens pour essayer de voir c'est quoi le besoin qu'il y avait vraiment. Puis de là que c'est né, en fait. Ça s'est construit naturellement, tu sais. C'est ça. Ça a parti tranquillement. Mais moi, j'avais déjà des connaissances en pétrole parce que depuis l'âge de 14 ans, je livrais de l'essence dans une station-service. OK, fait que c'est ça, là. Fait que ça au garage, il y on avait avait déjà une expérience. station-service, on avait, c'était un fournisseur chez nous. Puis dans mon village, quand j'ai eu 18 ans, j'ai été pompier volontaire. Jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai été pompier volontaire, j'ai eu des formations. Fait que j'avais déjà une base de plusieurs choses. Fait que dans le fond, justement, en ayant été pompier volontaire, en ayant été dans le domaine plus jeune aussi, tout ça, je pense que tu étais très au courant de, c'est quoi, dans le fond, les risques aussi, peut-être, au transport de pétrole? C'est ça, les risques, l'environnement, toutes les choses inhérentes au transport de matières dangereuses. C'est quoi les choses, là? Je veux pas qu'on se lance dans des spécificités vraiment, des affaires ultra touchy là-dessus, mais y a-tu des choses, des grandes lignes à respecter dans le transport d'essence, de gaz, propane, ces choses-là? Il y a beaucoup de choses à respecter pour les chauffeurs. Ça. Moi, des fois, je me remets parce qu'à la base, je suis un chauffeur qui est devenu un PDG, mais un chauffeur, aujourd'hui, il est sollicité de beaucoup. Pour la simple et bonne raison, ça y prend son permis de conduire en bon état. Quand il se fait engager quelque part, bien, première question, c'est ton dossier de conduite. Après ça, ça te prend des matières dangereuses, ça te prend des cartes pour rentrer ces raffineries. Je pense que c'est plus touché, là. C'est plus ferme. Là, des cours à chaque raffinerie, mais c'est particulier à presque toutes les matières dangereuses. Même si tu charries de l'acide, mettons, il faut que tu y ailles dans un terminal d'acide, il faudra que tu aies la formation sur le terminal. Puis ces gars-là sont en constante formation parce que c'est des formations qui sont renouvelables aux 2 ans, aux 3 ans. Si le gars est trop longtemps sans y aller, il faut qu'il fasse la formation. Fait que ces gars-là, ils sont en constante formation. Fait que j'imagine qu'il faut que vous ayez une espèce de cédule de formation pour suivre un petit peu le cheminement de toute votre équipe, dans le fond, la gang au complet. Puis il y a des formations qui reviennent à des dates fixes, mais comme les matières dangereuses ou des cartes de raffinerie. Mais le gars, il y a toujours des updates, des reformations à faire. Ce qu'on n'a pas dans 56 000 métiers qu'on a. Ben non, c'est ça. Si tu prends un professeur qui sort de l'école, quand il a son diplôme, il peut faire des reformations au besoin, mais ils n'en exigeront pas. Tu sais, à tous les 6 mois ou dans plusieurs métiers, là, on prend un professeur random de même. Ben, tu sais, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, je trouve que, tu sais, des fois, les gens, on est tous sur la route, là, je veux pas. Puis quand on voit ça, un camion citerne, soit de gaz, n'importe quoi, de propane, je pense que monsieur, madame, tout le monde n'a pas l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'important. Non. C'est une responsabilité d'avoir un camion comme ça sur la route. C'est un danger, c'est tout ça? On a un grand danger, puis on sensibilise nos chauffeurs. C'est ça.
Mais ça reste que c'est une personne humaine. Oui. Il y a un côté humain tout le temps important. Par contre, dû à toutes les formations qu'il y a, la personne qui n'est pas attentionnée le devient. C'est ça. Pas le choix, en Il fond. n'y a pas le choix. Puis, vous êtes strict là-dessus, j'imagine. Oui, on est strict. Puis nos assurances, la même chose. Eux, ils nous exigent quand même certaines choses. Puis dans la technologie qu'on a amenée dans les 15 dernières années, juste les logs électroniques, les caméras, on a été comme d'un premier, nous autres, à avoir ça, des logs je électroniques. suis content que tu parles de ça parce que c'était ma prochaine un peu question. C'est quoi les technologies en matière de sécurité que vous avez? Là, tu l'as nommé un peu. Les caméras, c'est des caméras dans les véhicules ou c'est plus, mettons... des dashcams, communément appelés en québécois. C'est obligatoire, ça, d'avoir une dashcam? L'assurance nous l'exige. OK. À cette heure. Au début, ils trouvaient ça bien beau, mais ils se sont aperçus que, oui, ça amène beaucoup de crédibilité en cas d'accident. OK. Si tu es dans le trouble, on va le voir. Mais si tu n'es pas dans le trouble, à ce moment-là, on le voit aussi. Fait que tous les camions sont munis dans tout le domaine ou c'est seulement, mettons, À des cette heure, compagnies décident de faire ça, mais... Je te dirais qu'à cette heure, moi, tous les ceux que je côtoie ont des caméras. OK. Surtout dans le produit pétrolier. Puis on a tous... la caméra est une chose, mais le système qu'il y a dans les camions à cette heure, qui est branché sur le CM du moteur, la personne à la sécurité dans l'entreprise a accès à tout. Fait que si le gars il rentre dans une curve trop vite ou la personne appelle au dispatch, puis il va dire ton chauffeur il roulait 120 km/h. On sait tous que c'est pas vrai. Les camions sont sûrement... Ils sont tous barrés. C'est ça. Mais ça reste que on est capable de voir exactement la vitesse à un point donné que le camion va. Tous les chauffeurs qui font des événements brusques, des freinages, des tournées brusquement ou des manœuvres brusques. C'est quoi ce système-là que vous utilisez pour ça? C'est Isaac. OK. C'est un système Isaac. On a essayé assez connu. Là, il y a beaucoup il y a quelques systèmes qui sont les plus connus. Puis, Isaac, Géotable. Nous, dans le pétrole, il y en a plusieurs qui sont allés vers Isaac. Ouais. Puis nous, on avait essayé un autre système au départ qu'on a comme... C'était pas complet. C'était trop nouveau peut-être, mais c'était pas complet. OK. Mais lui étant plus complet, OK. c'est vraiment un système qui est assez complet. Puis c'est un complément aussi à notre chauffeur. Tu es capable d'envoyer des messages à ton chauffeur sans lui envoyer sur son téléphone. Il n'est pas obligé de toucher à la tablette. La tablette va lui dire qu'il y a un message. Fait que c'est tous des petits détails qui fait que en sécurité. Au niveau des enjeux de recrutement, autant parce que je sais que là, vous avez quand même un beau garage aussi de mécanique. Vous faites un peu votre maintenance vous-même. Oui, on fait le 3/4 de notre maintenance. Quand même. Nous autres mêmes. Combien de mécaniciens déjà? On est 2 mécaniciens. Deux mécaniciens. Puis il y a un aide-mécanicien. Michael avec quelqu'un d'autre, dans le fond, je pense. Oui, c'est ça. Puis ça va bien au niveau de ça, parce que je pense que dans le domaine, on connaît tout un peu l'enjeu de recruter des bons mécaniciens, d'avoir des chauffeurs, tout ça, comment ça va? C'est difficile d'avoir un mécanicien, mais c'est encore plus difficile d'avoir un mécanicien qui est capable de parler avec ses chauffeurs. Oh! Là, on touche à quelque chose. Oui. Tu sais, parce que le chauffeur, quand il arrive avec un problème, c'est tout grave. Oui, c'est ça. Son cas. Là, mon truck ne marche pas. Il va falloir que t'arranges ça. Puis là, le mécanicien... Puis le lendemain, ben des fois, c'est une autre affaire ouais. qui a comme pas de rapport, tu sais. Fait que Michael, là-dedans, puis Bruno, chez nous, sont capables de faire la part des choses. Est-ce qu'il y a des chauffeurs qui sont sûrement plus demandants que d'autres, hein, j'imagine? Oui, bien... Il y a tout le temps quelque chose avec leur camion, puis... Moi, je fais des farces tout le temps. Je dis, je peux pas croire que quelqu'un fasse une inspection mécanique à chaque jour puis qu'il trouve rien. Ouais. Tu sais, des fois... Les camions qui roulent sur la route à tous les jours, puis ça roule beaucoup. C'est ça. Fait que dans le fond, il dit oui, c'est parfait, mais tu sais, il y a des gars qui vont voir le mécanicien avant de partir le matin, viens voir, hey, j'ai telle affaire. Tu sais, ils ne rentrent pas dans leurs inspections tout le temps, mais avant de partir, ils vont voir le mécanicien, hey, viens me réparer ça. Viens me réparer ça avant que je parte, parce que, tu sais, fait que on essaye de gérer ça du mieux qu'on peut. Fait qu'il faut quasiment que...
un mécanicien comme ça soit très habile au côté humain aussi, à Oui, parce l'écoute de que, ces gens. Puis, parce que ça reste qu'on est comme une entreprise familiale. Bien, on n'est pas comme, on est une vous êtes un entreprise, entreprise, c'est ça, on ouais. est une entreprise familiale. Puis, à la base, ben moi, j'ai tout le temps dit, le contact humain avec les employés, c'est important. Oui, Fait que, tu sais, souvent, on dit aux gars, on veut pas que tu partes avec un camion qui n'est pas correct. S'il n'est pas correct le matin, tu vas voir Mike ou tu vas dans le garage, tu demandes au gars, hey, il y a un pneu, je suis pas sûr, ou n'importe quoi. oui. C'est à ce moment-là, quand ils partent avec un camion, on sait qu'il est correct. Là, tu sais. OK. Puis là, en ce moment, est-ce que vous êtes à la recherche de gens, de conducteurs, de chauffeurs, c'est ça? Je vais te donner la réponse que je donne à tout le monde. Toujours à la On recherche? cherche toujours des bons candidats. Je pense que c'est bon Mais- d'être toujours en constant recrutement, en fait, parce que, tu sais, veux pas, tu sais jamais, malheureusement, quand est-ce que tu vas perdre soit un chauffeur ou autre. Est-ce que ça bouge beaucoup? Les gens sont... Tu sais, tu me dis que c'est une compagnie familiale, vous êtes proche de votre monde. Fait que je pense que le monde doit rester On chez a un vous. très bon taux de rétention d'employés. J'ai OK. des employés qui travaillent pour moi, ça fait 20 ans. Wow. Mais par contre, même, il y en a que ça fait plus longtemps que ça. Mais par contre, tu as tout le temps un petit pourcentage dans chaque entreprise. Ben Moi, oui. je me plais à dire qu'on a 10 d'employés qui se promènent dans Ouais, chaque entreprise. qui change beaucoup, mettons. C'est ça, de... c'est ça. Fait que chez DRV, mettons, on a entre 15 et 20 employés. Fait qu'on a tout le temps entre 1 et 2 employés qui sont plus ou moins stables. À un moment donné, c'est un nouveau. Là, après ça, après 4-5 mois, il aime moins ça ou c'est pas ce qu'il s'attendait. Parce que c'est quand même une job qui est quand même assez difficile. Ben, c'est Pas au demandant. niveau On a dit physique. au niveau formation, au niveau les normes à respecter, tout C'est ça. C'est pas juste, hey, je m'en vais livrer une palette de quelque chose à quelque part, puis il n'y a rien de dangereux là-dedans. Fait que, tu sais, Non, je pense que. les gars, ils touchent même plus aux produits aujourd'hui. OK. Tu sais, les gars, le monde pense que les gars, parce qu'ils transportent du fumier, ils sentent le fumier, puis ils transportent du gaz, ils sentent le gaz. Mais, tu sais, dans le fin fond, ils ne touchent pas aux produits. Ben, mettons, un livreur de gaz, il faut quand même qu'il fasse la manutention quand il va livrer. Tu sais, faut qu'il. Oui, mais en principe, il n'est jamais en contact avec le produit. Non, c'est ça. Fait que le produit, il le voit passer quand il charge à la raffinerie, c'est dans on appelle ça un side glass. OK. Il y a une vitre, il voit passer le produit. Puis c'est la même chose quand il va livrer. Tu sais. Dans une station-service, mettons? C'est ça. Station-service, la seule fois qu'il est en mini-contact avec le produit, c'est quand il va prendre sa mesure avec un bâton OK. pour s'assurer que ce qu'il a à livrer va rentrer. Ah, Mais quand il arrive, mettons, pour livrer. c'est ça. C'est la seule fois qu'il va être le plus en contact avec le produit. Le restant, il est toujours dans des tuyaux avec il n'y a pas accès, même la senteur. S'il va se mettre le nez au-dessus du trou, il va le sentir, mais il ne le sent pas Ouais, nécessairement. comme tu dis, quand il arrive à la maison le soir, sa femme, elle dit pas Colin, que tu sens le gaz ou je sais pas Non, quoi. s'il sent, c'est parce qu'il en a renversé sur lui parce qu'il a fait de quoi qu'il n'aurait pas dû. Qu'il fallait pas. C'est ça. Fait que tu le sais tout de suite dans ce temps-là. Oui, tu sais, c'est le gars, il a du gaz sur lui, il y a de quoi qui ne marche pas. C'est pas supposé. On parle de gaz. Sinon, selon toi, tu sais, je sais que quand tu es arrivé tantôt, tu as vu notre camion, notre Freightliner 100% électrique. Comment tu vois ça, toi, le futur? Tu sais, les carburants, les camions électriques, tout ça. C'est quoi tu penses qui va être l'avenir du transport pétrolier ou peu importe le transport, dans le fond, dans le futur? Il va toujours avoir du transport Ouais. dit de pétrole. C'est un grand mot, peut-être pas à l'échelle qu'on l'a aujourd'hui, mais on ne pourra pas enlever le pétrole demain matin du transport de camions lourds, je pense. Mhm. Ceci dit, il va y avoir beaucoup de produits alternatifs. Moi, je pense pas que les compagnies vont avoir un grand intérêt à s'en aller tous vers l'électricité, dû premièrement au coût, deuxièmement à la disponibilité des unités. Ouais, c'est ça. Tu sais, si on regarde chez nous, j'ai des camions, ils roulent 20-22 heures par jour parce qu'il y a 2 chauffeurs dessus. Fait que tu que peux tu pas peux recharger faire. ton camion dans votre domaine, tu sais, Non. ça n'a quasiment pas de sens. Là. Tu fais trop de millage, dans le fond. Fait que dans le fond, là, tu viens de capitaliser ton investissement, de dire ça va me prendre 2 camions à 700 000 pour remplacer un camion à 200 000. T'sais? Fait que dans le fond, ça ne fonctionne pas nécessairement. Puis là, il faut que tu gères avec le froid, des journées, puis le gars peut pas. Le camion passe à charger, il peut pas aller à Québec. T'sais.
Fait que ça reste que moi, je crois plus à des produits alternatifs, genre l'hydrogène qui va... Oui, c'est ça. On parle beaucoup d'hydrogène. Je sais qu'il y a beaucoup de... Tu sais, Freightliner font des grosses recherches là-dessus en ce moment. Je pense au niveau de... Les stations, par contre, d'hydrogène, il y en a comme pas vraiment non plus au niveau, en ce moment. Là. En Europe, c'est plus fort. En Europe, ils sont en train d'installer un système de distribution d'hydrogène. Au Québec, ici, on est encore les yeux bandés, je pense, au niveau gouvernemental là-dessus. On voit juste des poteaux électriques puis des bornes de recharge. Ouais. Mais dans le domaine du transport, il faut juste comprendre que on avait cette discussion-là récemment avec quelqu'un dans le transport. Puis ça prend vraiment quelqu'un qui ne vient pas de ce monde-là pour croire que ça va marcher. Ah, c'est bien dit, ça. Parce que juste pour aller en transport, si vous voulez faire un exercice, promène-toi le soir, pas au Québec, parce que des services AREA pour les camions au Québec, il n'y en a pas. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ils ne veulent pas en mettre, parce que ça coûte de l'argent. Mais ils disent aux chauffeurs, il faut que vous respectiez vos logbooks. Quand vous êtes fatigué, arrêtez-vous. Mais il n'y a pas de place pour arrêter. Dans les produits pétroliers ou dans les produits dangereux, on n'a pas de place pour arrêter. Puis il ne va pas te coucher chez Walmart avec une tank de propane. Ou, tu sais, ils vont te sortir à coups de pied dans le derrière. Ben oui. Mais le gouvernement ne comprend pas ça. Ah. Ceci dit qu'en Ontario, eux, ils ont compris. Bien, c'est vrai parce que, tu sais, moi qui fais gros de la route dans la vie, tu vas en Ontario, tu vois tout le temps des endroits où arrêter. Que ce soit aux États-Unis, même affaire. Oui. À tous les temps de millage, tu as une place que tu peux arrêter. Tu arrives au Québec, il y en avait certaines qui sont fermées, délabrées, aucun investissement là-dedans. Tu sais, le gars qui passe 4-5 jours dans son camion, ouais, puis qui arrête un soir à l'autre bord de Drummondville pour se coucher, puis le lendemain, il y a une belle petite journée pour à peu près 50 camions qui arrêtent là le soir. Tu n'as pas de place de te laver les dents, tu n'as pas de place pour prendre ta douche. C'est moyen ordinaire. Ouais, c'est ça. C'est quasiment le tiers-monde pour l'industrie du camionnage. Tandis qu'en Ontario, aux États-Unis, tu as des belles places. Le gars, il peut se parquer. Il y a des restaurants. Il y a une place pour aller prendre sa douche. C'est vrai. J'avais pas vu, dans le domaine, ça, vous êtes plus proche de ça, votre équipe. Fait que, ça ressort plus, je pense. Oui, puis il y a des services, puis on doit donner des services à ces gars-là. C'est des humains. Ah ouais. Ils ne sont pas obligés d'être comme un chien, aller dans une cabane. Oui, c'est clair. Puis, ceci dit, si on parle encore du modèle électrique, c'est faites l'exercice avec votre auto. Rentrez dans un on-route en Ontario parce que c'est proche ou dans un truck stop. Prenez 5 minutes à compter le nombre de camions qu'il va y avoir là. Puis imaginez-vous que ces gars-là sont là pour 8 heures, 9 heures de temps, puis ils repartent après. Mais habituellement, tout le monde est assez timé. Fait que le gars, s'il faut qu'il dorme 8 heures ou il faut qu'il dorme 10 heures, il est là, mais il sait qu'à 6 heures le matin, il faut qu'il parte pour s'en aller. De 1, pour le trafic, de 2, pour son client. Si on imagine juste de mettre une borne à chaque camion qu'il y a là, et on n'aura pas fini d'avoir des bornes, hein? S'il y a besoin d'avoir des gros poteaux pour tenir les fils qu'il va avoir, parce que ça ne marchera pas. Les gars vont chicaner pour les bornes, rendus? Non. Puis, tu sais, aux États-Unis, il y a des truck stops, il y a 400 camions, 500 camions. Ah, c'est beaucoup plus gros, là. Ça n'a pas de sens. Puis déjà, on sait que dans plusieurs États aux États-Unis, ils ont de la misère à avoir un air climatisé dans la maison pour avoir le courant pour la faire marcher. C'est ça. Fait que de cet angle-là, je trouve pas qu'on s'en va sur le bon bord. Ouais. On comprend que c'est propre, oui. Oui, c'est ça. Même dans l'automobile, on comprend que c'est propre. Mais c'est-tu vraiment propre, tu sais? C'est ça. C'est-tu vraiment propre, même dans l'automobile? Ouais. Fait que, tu sais, l'hydrogène amène une dynamique différente. Ça va être l'énergie qui va être retenue, je ne sais pas. Dans le futur, on va voir. Mais elle a plein de capacités intéressantes. Puis dans le domaine du transport, il n'y a personne qui va acheter des camions pour acheter des camions. Eh non. Je parlais à quelqu'un récemment, justement, il exige, le gouvernement pour les autobus scolaires, que chaque autobus scolaire qui renouvelle soit électrique. Ouais. Mais ça, c'est plus local, fait que je pense que c'est plus... Oui, mais ça amène un autre problème. C'est qu'avant ça, le gars faisait la run du matin
pour le secondaire, la run du matin pour le primaire. Ouais. Il y avait une petite run dans la journée pour aller porter des étudiants à quelque part, puis ils revenaient dans l'après-midi, run du primaire, run du secondaire. Là, ça se fait plus avec un autobus, ça. Parce qu'il n'y a pas assez de batterie. Ah, fait que là, il faut qu'il retourne Fait que quasiment là, tu es chargé. obligé puis- de faire tout fait que là, oui, on est soi-disant plus vert, mais ça prend plus d'équipement. Ouais, fait que quand C'est- tu vois cet aspect-là, tu te dis, il y a plus d'équipement, donc plus C'est de ça. batterie, tout ça. C'est ça. On n'est pas. Il n'y a rien qui va être parfait, mais je ne suis pas convaincu que c'est la grande solution au niveau du transport. OK. Merci pour cette opinion là-dessus. Très bonne. En plus que tu es dans le domaine, fait que je pense que tu touches à ça directement. Sinon, Ouais. comment tu vois pétrole des RV dans le futur? C'est quoi qui va. C'est quoi vos enjeux? Comment vous voyez ça, mettons, dans le futur? Est-ce que vous voulez continuer à expand ou tu sais? On ne pense pas que la division pétrole va continuer de grossir beaucoup, OK. mais ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'on a commencé à faire des produits bio. OK. Ça fait, nous autres, 3-4 ans qu'en partenariat avec la compagnie qui est à côté de chez nous, qui s'appelle Inoltech, ils font un biodiesel. Inotech, c'est ça? Inoltech, oui. Inoltech. Ouais, ils font un biodiesel pur, puis on utilise leur bio pour nos camions depuis quelques années déjà, à des ratios de 5 environ. OK. Puis on a fait un partenariat avec eux aussi sur le transport. On va chercher leurs matières premières avec une citerne pour eux. Puis on transporte leurs produits finis à l'occasion. OK. Fait que ça va être, c'est le futur un peu de ce qui s'en vient. Bien, dans le diesel, ça s'en vient beaucoup. Quel genre de tangente ça va prendre, je ne sais pas. Mais on ne sera pas nécessairement pur bio rapidement. OK. Mais c'est une belle opportunité. On a quand même un camion là-dessus pour s'occuper de ça. Puis la division propane, bien, il y a beaucoup de discussions présentement dans le propane. Oui, hein, ça bouge beaucoup, on dirait, le domaine du propane. On l'entend. Bon, il y a des achats qui sont faits aussi. Propane vert qui s'en vient, c'est comme un biopropane. Ah, Il peut se faire un je savais pas ça. biopropane. Il peut se faire un biopropane sur le même principe qu'un biodiesel, mais c'est trop coûteux. OK. Mais là, qui va payer la différence entre les deux? Est-ce que le gouvernement va décider d'être assez vert pour dire on va injecter de l'argent Là-dedans. pour aller compenser le monde qui va aller vers... Parce que c'est quand même 2 fois minimum le prix d'un litre de propane. Ouais, il y a un coût associé à ça, j'imagine. Puis, comme tout le monde est aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui, s'ils n'ont pas de subvention, vont aller vers des produits bio, ça lui coûte 2 fois plus cher. Ah, c'est ça. Que ce soit dans le pétrole ou que ce soit dans le propane. Mais oui, ça commence à... Puis le propane est un gaz qui est quand même assez propre. Oui. Beaucoup moins de risques environnemental. Est-ce que tu penses que les compagnies de pétrole vont se faire acheter par des plus gros, puis à un moment donné, ça va être juste des grosses compagnies qui vont avoir toutes les plus petits, ou est-ce que... C'est ce qui est commencé depuis Ben, c'est 10 ça ans. que je vois un peu, tu sais, là, je me disais, la tendance est comme vers ça, de vouloir comme que le marché devienne plus monopole, là, tu sais, les grosses entreprises vont acheter tous les plus petits, puis... C'est ce qui est commencé depuis une dizaine d'années. OK. Les petits voient qu'il y a une certaine partie de leur business qui baisse. OK. En principe, comme le chauffage. Tu sais, le Ben, il chauffage fait aujourd'hui, de moins en moins il froid. fait de moins en moins tu sais. froid, puis l'huile à chauffage est rendue comme un problème aussi pour tout le monde. Fait que la plupart s'en vont gaz naturel, gaz propane, électricité. Thermopompe. Fait que Ouais, les thermopompes sont rendus tellement efficaces que dans le fond, ça n'embarque plus sur c'est ça. le gaz. Là, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des bonnes choses que ça a amené. Ouais. C'est pas méchant. Non, c'est ça. Mais ça reste que, oui, ça a tenu des entreprises qui, le principal business, c'était de vendre de l'huile à chauffage l'hiver. Fait qu'il y avait moins d'intérêt. Fait qu'ils ont vendu le run. Les stations-service, c'est un petit peu pareil. Il y a un coût à opérer une station-service aujourd'hui. Mhm. Puis la personne qui est toute seule, qui
il y a de la misère à remplir son dépanneur parce qu'il y a moins des bons prix que le voisin qui est sur une bannière, ben ça amène toutes sortes Ouais. de problèmes. À un moment donné, ils voient les chiffres puis ils sont Fait comme, ouais. Les gros, eux, ils achètent en grosse quantité. Puis c'est une business de gros qui s'en vient. Ouais. Mais pour dire la fin du pétrole demain matin, on n'y croit pas vraiment non Non, je plus. pense pas non plus. Parce que On verra peut-être pas ça de nos vivants. si on regarde, pour ne pas les nommer, Couche-Tard, Sobeys de ce monde, Oui, c'est ça. c'est pas des innocents, ce monde-là. Ben non. Puis ils continuent à construire des stations-service, puis à faire des dépanneurs avec de l'essence. Puis oui, ils mettent des bornes électriques un peu, mais on est au début d'une transition qui va prendre encore une quinzaine d'années, je crois. Oui, c'est vrai. Avant de voir un gros changement dans les volumes de pétrole ou dans puis tout le monde est comme un petit peu sur le stand-by. Avec tout le bagage que tu as, l'expérience, tout ça, c'est quoi des conseils que tu pourrais donner à des gens ou des jeunes qui voudraient soit devenir camionneur, soit avoir un jour peut-être une compagnie de transport, tout ça? Tu as tellement de choses, je pense, que tu pourrais nous conter. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à ces gens-là? Un jeune qui veut devenir camionneur aujourd'hui, Ouais. c'est beaucoup plus difficile que son recul de 20 ans, 25 Ou ans. mécanicien. Mécanicien aussi, c'est difficile. Ouais. Parce que le gars, il sort de l'école, on lui dit, l'orienteur, il va lui dire, tu vas gagner 30 $, 40 $ comme mécanicien. Tu peux te rendre à 50 $ comme mécanicien. Ben, ça change beaucoup, hein, je pense. Mais ce qu'il n'oublie pas d'y dire, c'est qu'il va être obligé de s'acheter pour à peu près 300-400 $ d'outils par mois pendant les 20-25 prochaines années. Parce que, mais qui arrive dans un garage, ils vont lui dire, hey, ça te prend un coffre. Oui, c'est ça. Puis les autres mécaniciens, ils vont t'en prêter, mais ils t'en prêteront pas à journée longue. Ben, c'est un métier, je pense, qui va devenir un peu plus spécialisé, quasiment spécialisé, parce que je pense qu'il y en a de moins en moins qui veulent faire ça. Oui, parce que il y a quand même un coût à ça. Si on regarde un gars de la construction qui sort de l'école, il va suivre un petit cours. Il a besoin de pas de tant d'outils que ça. Son boss, il va lui payer ses bottines, ça il prend ses jeans, puis son linge, puis son casque, il va être fourni par le boss. Puis, c'est vrai. un sac à clous, après que c'est acheté, t'es bon pour faire un petit bout avec. Tandis qu'un mécanicien peut avoir un coffre avec 20, 25 000, 30 000. Il y a des mécaniciens des coffres de 50 000 $. Oui, c'est ça. Oh, on en voit. Puis, tu sais, là, il perd un outil, le gars, il perd un ratchet, ça coûte 300 $. Qui va le payer? Mais c'est quelque chose, par contre, qui est, ça prend des gens passionnés, j'imagine. Oui, à la base, si tu n'es pas passionné, moi, j'ai tout le temps dit à mes enfants, dans rien, si vous n'êtes pas passionné, allez pas là. Non, parce que c'est long, 30, 40 ans, de ne pas être passionné à travailler sur quelque chose. Mm-hmm. Mais ce qu'on avait, nous, pour revenir dans le transport, quand on était plus jeune, à 16 ans, tu avais ton permis, 17 ans, tu pouvais partir avec un camion, conscient que c'était pas parfait, il est arrivé des affaires, mais ça donnait la piqûre plus jeune. Là, aujourd'hui, on dit aux jeunes, mais là, il faut que tu conduises tant de temps. Après ça, là, on t'emmène sur un cours de camionnage. Là, il y a un nouveau programme qui les prend plus jeunes un peu, mais ils ne peuvent pas aller aux États-Unis au départ, ne peuvent pas faire de matières dangereuses, ce qui est quand même une bonne chose. Mais quand tu les laisses aller dans le système sans passer par ce programme-là, bien souvent, ils se ramassent à 21 ans avant de commencer à pouvoir avoir un permis. Puis là, tu sais, à 21 ans, un jeune, des fois, il y a moins de goût de s'en aller 3, 4, 5 jours. En Floride, aller-retour. C'est difficile de développer un passionné. Fait que dans le fond, il est plus vieux. Ça prend la passion carrément d'être sur la route. Là, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui... un jeune qui dit, moi, j'aime ça, conduire, j'aime ça. Fait que tu sais, toi, tu dirais, vas-y, va là-dedans. Oui, puis, moi, j'en ai un, justement, il travaille pour moi. Il a commencé laveur. Puis là, il veut s'en aller là-dedans. Là, il est présentement au CFTR dans un programme pour les plus jeunes. OK. Puis, fait que lui, il a commencé à la base, plus maintenance, lavage, tout ça. Puis là, il a pogné à la piqûre, je pense. C'est ça. Il a le goût de ça. Puis... des passionnés jeunes, pour mon cas, j'en vois beaucoup moins. Oui, c'est ça. Mais
Mais tu sais, ça va en prendre des passionnés. Parce que dans 10 ans, quand que la majeure partie de nos Les plus vieux sont... personnes plus âgées, mettons, qui ont entre 58, 60 à 66, 7, vont arrêter de travailler, il va en manquer des passionnés. Là. Sachant que, dans le fond, le domaine, c'est un domaine qui est essentiel, que ce soit le transport de n'importe quoi. Est-ce que tu penses que les salaires vont beaucoup augmenter au niveau, mettons, mécanicien lourd, chauffeur, tout ça? Parce que on dirait que les gens ils vieillissent, là, il n'y a pas de remplacement. Mais c'est un domaine essentiel, fait qu'on n'aura pas le choix peut-être d'augmenter. Les salaires ils augmentent ou ils augmentent déjà? Les salaires des chauffeurs ont déjà augmenté beaucoup. Ah, OK, c'est ça. Par rapport aux 7-8 dernières années. Pour plein de raisons. Il y en a moins. Il y a plus de congestion routière. Il faut être patient sur la route, tout ça. C'est ça. Puis on martèle pas mal toujours le même créneau chez nous. Il n'y a pas un chauffeur qui est payé au voyage. Pour la simple et bonne raison qu'on dit, tu prends le temps que tu auras besoin, puis ça sera à nous de s'ajuster avec le client si ça ne fonctionne pas. Mais il y a encore des entreprises qui décrochent des contrats qui, eux, c'est payé au voyage. Puis les gars, c'est go, 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 go. Ça vient créer un stress, j'imagine. Ça t'amène un stress parce que l'humain étant ce qu'il est, sur une journée, il calcule son salaire par rapport à ce qu'il a fait, puis il a gagné 28 piastres de l'heure. Le lendemain, il va essayer de faire 29. C'est ça. Fait que là, il va peut-être faire des erreurs. Il n'y a pas le choix, il faut qu'il saute des étapes. À un moment donné, tu ne peux pas aller plus vite que la circulation va. Quand le gars débarque d'un camion, ben il faut qu'il fasse des choses différemment des autres. C'est intéressant, en tout cas, de te parler aujourd'hui, Daniel. Sur ça, je pense que je vais dire un gros merci à toi. Ça fait plaisir. Pour être venu nous rencontrer aujourd'hui pour cette première émission du podcast Camion BL Histoire de truck. Puis je te souhaite une excellente journée. Merci bien. Profite-en, il fait super beau. Oui, on va faire du ski. Ah ouais, pas de suite, je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode avec Transport DRV. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire qu'est-ce qui vous intéresserait de voir dans nos prochains épisodes. Et s'il te plaît, abonnez-vous pour pouvoir nous suivre. Merci.